d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition des Mali Actualité, bienvenue. La traque au ver de Guinée se poursuit au Mali. 2 cas de la maladie signalés dans le district sanitaire de Djenné. Les informateurs ont été récompensés par les autorités sanitaires de la localité. Environnement, des progrès à faire par le Mali pour l'accès à l'assainissement. Les quelques avancées notées touchent peu le milieu rural. Une stratégie d'amélioration et d'harmonisation est au cœur du débat des acteurs de l'assainissement, nous dira Agibou Koulibaly. Et puis sport football en Europe, Ligue des champions d'Europe, 2 autres rencontres à l'affiche aujourd'hui. La page sport animée par Aridou Matina. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tenue d'un atelier sur l'élaboration du 9e programme de coopération entre le Mali et son partenaire, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier échangeront entre autres sur les priorités du gouvernement, le renforcement de la coopération entre l'UNFPA et le Mali en vue de définir un programme couvrant la période 2025-2029. Boubacar Bablé Touré. Au menu de cette rencontre, l'élaboration du 9e programme de coopération entre le Mali et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Un programme quinquennal axé sur 3 points essentiels qui prend en compte les 3 principes définis par les autorités de la transition. Yves Sassenrat, représentant UNFPA Mali. Le 9e plan va être totalement aligné pour appuyer et accompagner l'État. Et l'essentiel pour nous au UNFPA, dans son projet de refondation et de reprise de son pays. Et je pense que c'est ça, cet accompagnement vers des solutions durables qui sont les garants de la paix et de la sécurité pour un Mali qui est toujours gagnant. La rencontre se penchera sur 3 thématiques qui feront l'objet de panels. Il s'agit de la période 2025-2029, les changements majeurs attendus, défis et opportunités, les priorités du gouvernement et le renforcement de la coopération entre l'UNFPA et le Mali. Seydou Koulibaly, représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La formulation du CPD 9 doit s'appuyer sur les conclusions et les enseignements tirés du cycle précédent à travers une démarche participative et inclusive. La présente rencontre, qui s'inscrit dans cette approche, doit nous permettre de nous assurer que les différentes interventions s'alignent effectivement sur les priorités stratégiques du gouvernement et répondent aux besoins des populations vulnérables en mettant l'accent sur l'efficacité, l'impact et la durabilité. Cet atelier d'élaboration du 9e programme coïncide avec les 50 ans de coopération entre le Mali et son partenaire UNFPA. Fin à Koutchala de la 3e édition des mini-foires aux céréales organisées par Feed the Future Sougou Yiriwa dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala. Globalement, les négociations engagées entre les commerçants, les organisations paysannes et les unités de transformation ont permis de signer 124 contrats pour un volume de produits agricoles de 1341 tonnes. Le montant total des contrats s'élève à près de 219 millions de francs CFA. Brima Koni. Cette 3e édition des mini-foires aux céréales organisée par Feed the Future Sougou Yiriwa dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala a été fructueuse. 124 contrats ont été signés entre les commerçants, les organisations paysannes et les unités de transformation pour un volume de produits agricoles de 1341 tonnes. Le montant global des contrats s'élève à près de 219 millions de francs CFA. En dehors de ce bilan, au niveau de la foire de Koutchala, les organisations paysannes de la structure serre de Sougou Yiriwa, à savoir Séné Yiriwa, ont, dans le cadre d'une bonne collaboration, négocié 7 contrats d'une valeur de 3 400 000 francs CFA pour un volume de 17 tonnes de produits agricoles. Adaman Sangaré, chef de projet adjoint de Sougou Yiriwa. Sougou Yiriwa et Séné Yiriwa vont engager un suivi
pour permettre aux différents acteurs de respecter les contrats qui ont été signés. Et en deuxième lieu, dans la perspective de la durabilité, Sougou Yiroua va faire un transfert de compétences à la Chambre régionale d'agriculture pour l'organisation prochaine des foires dans l'objectif de pérenniser les foires. Les séances de présentation des offres et des demandes ont permis aux acteurs de Sougou Yiroua de décider des quantités à vendre et à acheter. Toutes choses qui devront permettre d'atteindre l'objectif de ces mini-foires, à savoir l'amélioration de l'accès au marché et des relations avec les entreprises. Djibi Diawara, préfet du cercle de Sikasso. Je demande aux acteurs de prendre au sérieux et de veiller au respect des engagements pris durant ces rencontres. Sougou Yiroua jouera certainement son rôle de suivi et d'accompagnement technique, mais ne saurait jouer le rôle qui est dévolu aux acteurs du marché. Le respect des engagements créera une relation basée sur la confiance et permettra de poser les jalons pour la durabilité de l'initiative. Feed the Future Sougou Yiroua est financé par l'USAID et mis en œuvre par Cultiver de nouvelles frontières en agriculture CNFA, Malimark et Hélène Keller International FKI. Certaines de ces interventions sont relatives à la création de partenariats formels et durables basés sur un système gagnant-gagnant. Koutiala Brehima Kone pour l'ORTM. Région de Mopti, remise des récompenses aux déclarants et aux relais qui ont signalé un cas de vers de Guinée. L'événement a eu lieu dans l'aire de santé de Gomitogo, dans le district sanitaire de Djéné. Les deux bénéficiaires ont reçu chacun 200 000 francs CFA. Cela illustre l'efficacité du système d'alerte mis en place, car les derniers cas de vers de Guinée constatés dans l'aire de santé de Djéné datent de 2013. Bemba Sibi. Le système d'alerte du Programme national d'éradication du ver de Guinée reste actif et effectif. Il a pu détecter un cas à Gomitogo dans le cercle de Djéné. Ceci 10 ans après le dernier cas, ce qui a fait sortir le système de récompense de son hibernation. Le déclarant et le relais ont ainsi reçu 200 000 francs CFA chacun. Nangutu Diakité, relais. Quand le père m'a signalé le cas de son enfant, je me suis rappelé immédiatement des symptômes du ver de Guinée. C'est de là qu'on a alerté les structures sanitaires et la récompense qu'on a eue aujourd'hui va certainement inciter les autres relais à plus de vigilance. Youssouf Samake, chef de division hygiène publique et salubrité à la direction régionale de la santé de Mopti. La déclaration du cas déjà, ça prouve à suffisance que la surveillance marche. Et c'est un élément important, vu qu'on ne peut pas lutter contre de telles maladies sans un renforcement de la surveillance à tous les niveaux. Et surtout la surveillance communautaire, puisque la déclaration est venue de la communauté et c'est très important et c'est très salutaire. Cette cérémonie de récompense qui s'est tenue dans les locaux du centre de santé de référence de Guinée traduit la ferme volonté des autorités à éradiquer le ver de Guinée. Mamadou Diawar Diarra, préfet de Guinée. La lutte contre le ver de Guinée, ça a été décidé par les plus hautes autorités du pays. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités du pays d'avoir tenu cette promesse. La cérémonie a été mise à contribution pour rappeler à la population les signes de la maladie et leur rôle de veille essentiel pour l'éradication de cette maladie. Mopti, Bemba Sibi, Diakalia Traoré pour l'ORTM. L'hôpital de dermatologie de Bamako a tenu hier la 5e session ordinaire de son conseil d'administration. L'objectif est d'examiner et d'adopter le projet de budget qui s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Les rapports d'activité et les points d'exécution du budget 2023 ont été aussi à l'ordre du jour. Soumao Aïdara. Plus de 2,9 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'hôpital de dermatologie de Bamako pour l'année 2024. Ce budget a été révélé au cours de la 5e session ordinaire de son conseil d'administration. Le fonds servira à poursuivre les activités en cours et à maintenir les acquis. Modibo Traoré, président du conseil d'administration. Le budget de l'hôpital de dermatologie en 2024 est estimé en recettes et en dépenses à la somme de 2 923 741 167 francs CFA.
L'objectif visé est de poursuivre les investissements, améliorer la gouvernance et diversifier l'offre de soins dans le respect de nos missions et en conformité avec le projet d'établissement. S'agissant de l'exercice 2023, plusieurs activités ont été menées. Il s'agit notamment de la réalisation de plus de 65 000 consultations externes. Moribo Traoré, président du conseil d'administration. Au plan des activités de routine, l'hôpital de dermatologie a réalisé en 2023 plus de 65 059 consultations externes, 800 personnes atteintes d'albinisme ont été régulièrement suivies, 80 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés et plus de 1200 patients ont été traités à distance à travers la télédermatologie. 2023 a été marqué par la réception provisoire du bâtiment du bloc, des entrées et des consultations obtenues grâce au soutien financier de la Fondation Pierre Fabre, la finalisation du projet d'établissement 2023-2027 de l'hôpital de dermatologie et son approbation par le ministre de la Santé et du Développement social. Le démarrage des travaux de rénovation des bâtiments de service de l'épidémiologie grâce au soutien de la Fondation Raoul Foloro. Et enfin, la réception d'un forage équipé de château d'eau d'une capacité de 10 000 litres, dont de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS. Ces différentes acquisitions constituent des avancées majeures dans le renforcement des infrastructures. Et le président du conseil d'administration de conclure en exhortant les administrateurs à prendre des décisions appropriées pour accompagner l'hôpital de dermatologie de Bamako dans l'atteinte de ses objectifs. Bamako toujours, le marché d'Abanani a pris feu. Un incendie se serait déclenché aux environs de 1h du matin. Femmes, hommes, jeunes et vieux, tous impliqués afin de pouvoir sauver ce qui reste des marchandises. Les services de la protection civile et de la police sont tous mobilisés pour la circonstance. Benogo Fofana, Mohamedou Sidibé. Nous sommes au marché d'Abanani de Bamako. Les commerçants cherchent à récupérer les marchandises de l'incendie. Si les victimes sont nombreuses, nombreux sont aussi les commerçants qui n'ont pas été touchés. Mori Tanja, commerçant au marché d'Abanani de Bamako. Les pertes que j'ai enregistrées, je ne saurais les évaluer pour l'instant. Ce que je demande aux autorités, c'est l'organisation du marché. Bakari Diara, commerçant au marché d'Abanani de Bamako. Je n'ai enregistré aucune perte, mais je suis sûr que les branchements illicites d'électricité sont les causes de ces sinistres. Nous demandons aux autorités de s'impliquer davantage dans les installations d'électricité. Selon les témoins sur place, cet incendie serait déclenché aux environs de 0h30 et d'autres diront 1h30. Les sapeurs-pompiers sont toujours en lutte contre les flammes qui continuent le ravage des marchandises. Si les causes de cet incendie restent méconnues, pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. 13h13 à Bamako, actualité sur le continent. Les autorités sénégalaises ont suspendu hier l'accès aux données mobiles. C'est suite à la diffusion des messages de haine circulés sur les réseaux sociaux selon elles. Les mêmes jours, le gouvernement a aussi interdit la manifestation de l'opposition contre les reports de la date électorale. Mais l'opposition annonce qu'elle descendra dans la rue le samedi prochain. Face à cette situation, l'ONU a fait part de sa préoccupation suite aux informations faisant état d'un recours inutile et disproportionné à la force contre les manifestants. Elle a également appelé les autorités sénégalaises au respect des droits des populations à manifester pacifiquement. En RDC, 3 morts et 8 blessés, c'est le bilan du bombardement d'un camp de déplacés au nord Kivu par les M23 dans l'est du pays. L'annonce a été faite hier par un responsable de la société civile. Toujours en RDC, des dizaines de personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues dans un naufrage. L'incident est survenu le dimanche dernier à l'est du pays. Selon un responsable local, les accidents de navigation mortels sont fréquents en raison de la surcharge des embarcations en bois et de la mauvaise application des règles maritimes. En Égypte, au moins 15 morts, 8 blessés et d'importants dégâts matériels dans un accident de camions et minibus de transport.
L'accident est survenu hier dans le district d'Ameira, à l'ouest de la ville d'Alexandrie. L'information a été donnée aujourd'hui par les autorités du pays qui ont mobilisé les ambulances sur le lieu afin de transporter les blessés vers les hôpitaux. Aux États-Unis, Alejandro Mayorkas, ministre chargé de l'immigration, a été inculpé hier par les républicains à la Chambre des représentants. Il est accusé d'avoir provoqué une crise à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est la première fois en près de 150 ans que le Congrès décide d'une telle sanction contre un ministre. Sport football, les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions d'Europe ont démarré hier et se poursuivront aujourd'hui avec deux autres affiches. À la recherche d'un nouveau sélectionneur après son échec à la CAN 2023, la Fédération algérienne de football multiplie les démarches et semble jeter son dévolu déjà sur un nouveau technicien. La page des sports est signée Aridou Matina. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 vient tout juste de se terminer, ainsi tout laisse à croire que plusieurs bouleversements pourraient intervenir au niveau du prochain classement FIFA qui sera d'ailleurs actualisé ce jeudi. Les tendances actuelles indiquent des progressions notables, notamment pour les équipes de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Les deux finalistes de la CAN 2023 devraient faire un bond au niveau mondial, passant de la 49e à la 39e place pour les champions ivoiriens et de la 42e à la 28e place pour les Super Eagles du Nigeria. En revanche, malgré leur CAN raté avec une élimination en huitième de finale, le Sénégal et le Maroc devront rester sur le podium africain. Le top 10 africain probable au classement FIFA après la CAN 2023. Le Maroc est en tête au niveau africain, 12e mondial. Deuxième, le Sénégal, 17e mondial. Troisième, le Nigeria, 28e mondial. L'Égypte occupe la 4e place, 36e mondial. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, est 5e et 39e mondial. La Tunisie, 6e africain et 40e mondial. 7e, Algérie, 43e mondial. Le Mali est 8e africain, 47e mondial. 9e, le Cameroun, 50e mondial. Et l'Afrique du Sud, 10e africain, 59e mondial. Éliminée au premier tour de la CAN, la sélection algérienne à la recherche d'un nouveau sélectionneur est sur le point de boucler le dossier. Le Portugais Carlos Queiroz est en pole position pour succéder à Djamel Belmadi à la tête des Fennecs d'Algérie. La commission ad hoc mise en place par la Fédération algérienne de football pour désigner un nouveau sélectionneur est séduite par le profil de l'expérimenté technicien portugais. Blessé pendant la Coupe d'Afrique des Nations lors du match contre le Ghana, l'attaquant égyptien Mohamed Salah a repris les entraînements avec son club anglais de Liverpool. Le pharaon, auteur de 14 buts et 8 passes décisives cette saison en Première Ligue anglaise, pourrait être dans le groupe de Liverpool pour le déplacement de Reds ce samedi à Brentford. En Europe, la Ligue des champions est de retour à la faveur des huitièmes de finale aller. Hier, deux rencontres étaient au programme de cette première partie des huitièmes de finale. Le Real Madrid, en déplacement en Allemagne, c'est Leipzig, s'est imposé par le score minimum d'1-0. Dans cette rencontre, l'international malien de Leipzig, Amadou Aïdara Doudou, du retour de la CAN, a joué les 15 dernières minutes. Victoire également de Manchester City en déplacement qui l'emporte au Danemark chez le FC Copenhague, battu 3-1. La suite ce mercredi avec deux autres oppositions. À 20h, le Paris Saint-Germain reçoit la Real Sociedad d'Espagne, le club d'Amari Traoré, le capitaine des Aigles, qui est d'ailleurs dans le groupe de la Real Sociedad. Et la Lazio de Rome accueille le Bayern de Munich. Chronique de l'environnement. Au Mali, les taux d'accès à l'assainissement des bases enregistrent quelques avancées. Il est actuellement à 45%. Cependant, des améliorations sont encore à faire. En effet, en milieu rural, par exemple, la situation se révèle plus préoccupante. Là, le taux d'accès avoisine seulement 37%. Des chiffres qui soulignent une disparité persistante entre les zones urbaines et rurales en matière d'assainissement des bases. D'où la nécessité d'accorder une attention particulière aux besoins des communautés éloignées. Vers un Mali sain et durable, c'est le sujet de la chronique d'aujourd'hui avec Aguibou Koulibaly. Au Mali, l'objectif primordial de cette étude consiste à élaborer une stratégie nationale visant à accélérer l'accès aux services d'assainissement tout en respectant les principes fondamentaux d'équité et de durabilité inscrits dans le cadre politique et la programmation nationale.
Pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, la stratégie envisagée se déploie en 3 axes majeurs. Mamadou Samake. L'élimination de la défécation à l'air libre par la mise à échelle de l'ATPC, la mise en œuvre d'une approche dite post-fédale qui permet des résultats durables, des pratiques d'hygiène et d'assainissement. Enfin, le développement des marchés de l'assainissement afin de répondre aux besoins et préférences des usagers. Le Mali connaît encore un taux d'accès à l'assainissement relativement bas. Au niveau national, le taux d'accès à l'assainissement de base est de 45%, tandis qu'au milieu rural, il n'avoisine que les 37% et la défécation à l'air libre est encore pratiquée par 5% de la population rurale, selon les rapports JMP 2022. Le défi pour le pays est donc d'éliminer cette pratique tout en permettant l'amélioration de l'accès à des services d'assainissement durable et gérés en toute sécurité. Le gouvernement du Mali a déjà entamé la mise en place d'un ensemble de stratégies et d'un cadre politique stratégique et législatif pour améliorer les conditions d'accès aux services d'assainissement à travers notamment la Constitution qui reconnaît que toute personne a droit à un environnement sain et durable. Cette réalité souligne l'urgence d'intensifier les efforts et de mettre en œuvre des solutions novatrices pour éliminer cette pratique indésirable, garantissant ainsi des conditions d'hygiène et d'assainissement dignes pour tous. Face à ces défis, le Mali se trouve à un tournant crucial, appelant à une mobilisation collective de toutes les parties prenantes. Les autorités, les organisations internationales, les acteurs locaux et la société civile doivent unir leurs forces pour accélérer le rythme des améliorations, assurant ainsi un avenir où chaque citoyen malien bénéficie d'un accès adéquat à des installations sanitaires de base. Merci Agibou Koulibaly. Fin de cette édition présentée par Tenema Mounikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, mise en ligne par Awadjara, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Restez avec nous tout à l'heure, les avis et communiqués avec Fousseini Diara. Merci de nous avoir écoutés.